Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr avec un invité de marque, Patrick Lequaimant, qui a dirigé le design du groupe Renault pendant plus de 20 ans jusqu'en 2009. Nous l'avions reçu en 2023, il était venu nous expliquer la genèse de la première Twingo. Aujourd'hui, il revient nous parler d'un modèle qui n'a pas connu la même destinée, malheureusement. Un modèle codé Z11 ou PCS pour Petit Coupé Sportif. Il s'agissait d'un modèle qui devait relancer la marque Alpine au début des années 2000. Malheureusement, il n'a pas vu le jour. Patrick Lequaimant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce projet Z11, il a été lancé en 1999. 99, grande année pour Renault. C'est l'année de la formation de l'alliance avec Nissan. C'est l'année du rachat de Dacia. Donc Nissan, Dacia, forcément on se dit Alpine fait partie du patrimoine de Renault. Je suppose que c'est de là que venait l'idée de relancer la marque Alpine. Alors en fait, la résurrection d'Alpine avait démarré depuis déjà un certain temps. Beaucoup de projets différents avaient été réalisés et puis abandonnés. Un par contre qui est resté, c'est le fameux Speeder qui a démarré en tant qu'Alpine mais qui a vu le jour sous le nom de Renault Sport. Et c'est à cette époque qu'il a été décidé de relancer officiellement la marque Alpine avec le soutien de la direction du produit. Et l'idée étant de développer un véhicule qui serait une véritable berlinette, très compacte, légère. Donc voilà, le projet a été lancé en effet en 1999 avec un plan de référence assez extraordinaire en fait, parce que la voiture était extrêmement compacte, même plus petite que la berlinette d'origine, et par contre avec l'ensemble qui était propulsé vers l'avant, qui faisait partie, disons, de la modernité qui est toujours celle d'aujourd'hui, avec les cabines qui avancent vers l'avant. Alors en 99, on se rappellera que ça faisait seulement 4 ans que l'A610 avait quitté le marché. Donc en fait, Alpine n'avait pas été absent pendant encore si longtemps. Et il a été question dans les premières esquisses de designers relatives à ce projet d'une voiture à moteur avant. Moteur avant, propulsion avec un cockpit assez reculé. Mais je crois que ce projet n'a pas vraiment eu vos faveurs à l'époque. Non, en tous les cas, pas les miennes. Et c'est vrai que certains se sont dit que j'étais un petit peu bougon parce que quand j'ai vu les travaux qui avaient été effectués, après un certain moment, j'ai dit écoutez, il faut arrêter de perdre notre temps. J'ai pas envie de dépenser des heures sur un projet qui ne ressemble absolument pas à ce que devrait être une Alpine. En fait, l'aspect global du véhicule, ça donnait l'impression d'être, vous savez, ces petites saucisses là sur un pic avec la cabine, quoi, la partie passager vraiment à l'arrière et un nez très 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 long. C'était vraiment absolument bizarre. Et Dieu merci en fait que j'ai fait cette remarque, puisque ils sont repartis chez eux se sentant un petit peu malmenés, mais éventuellement ils sont revenus avec quelque chose de beaucoup beaucoup mieux. Et donc là, on en arrive à ce projet avec un cockpit assez avancé dont vous parliez juste avant. Donc on va l'appeler Z11, même si c'est déjà le code de projet dès le départ. Mais il faut bien voir que c'était un véhicule très très compact, donc à peu près proche des dimensions de la berlinette d'origine. 3,80 m, c'était plus court qu'une Mazda MX-5 à l'époque, mais avec ce cockpit avancé qui permet de dégager de l'espace et notamment d'offrir de place, mais un coffre relativement généreux à l'arrière. Je crois que c'était 150 litres derrière, 50 litres devant d'après ce que vous nous avez indiqué. Comment vous est venue l'idée de ce package très très compact mais qui reste quand même spacieux à l'intérieur? Alors je pense qu'il faut parler tout de suite de Jean-Marie Souquet, qui était l'homme qui faisait la coordination entre la direction du produit et le design, et qui lui-même avait été un propriétaire d'une berlinette. Donc nous avons voulu faire un véhicule extrêmement compact, qui permettait néanmoins d'avoir une bonne habitabilité. Comme vous le dites, en effet, un endroit pour les bagages juste directement derrière les conducteurs et son passager. Mais on a vraiment tout fait pour réduire les porte-à-faux, pour que le véhicule soit extrêmement compact. C'est en fait le fait qu'on cherchait cette légèreté qui était tellement associée, disons, à la marque Alpine. L'objectif d'origine, je crois que c'était 700 kg. Donc c'est pas mal. Du coup, il suffisait de peu de puissance
pour animer plus que raisonnablement ce petit coupé. Je crois qu'il était envisagé 110 chevaux donc en centrale arrière pour 700 kg et vous m'avez dit 220 km/h en vitesse de pointe. Alors certes, le concept car par rapport à la façon dont c'est fabriqué était un petit peu plus lourd, on va dire, mais néanmoins, en tant que véhicule, il était très agréable à conduire. Elle était vive, elle avait une boîte de vitesse robotisée, on va dire, et vraiment, ça passait d'une vitesse à l'autre, et il y avait de très fortes accélérations, malgré le nombre de chevaux qui était quand même limité pour une voiture de sport, quoi. Alors une voiture très compacte, très légère, avec un moteur de puissance raisonnable en position centrale. Il y a un autre constructeur qui s'était relancé peu de temps auparavant avec ce genre de formule et justement, vous aviez fait appel à lui pour co-développer cette Z11. Absolument, ça a été d'entrée de jeu l'idée de collaborer avec Lotus. L'esprit Lotus était très proche de celui d'Alpine. Collie Chapman était absolument un fanatique de la recherche de la légèreté. Et donc déjà nous avions un partage d'objectifs. Et puis il y avait bien sûr l'attraction de réduire le ticket d'entrée, l'investissement. L'idée étant de partager la plateforme, que le véhicule lui-même soit développé chez Lotus en Grande-Bretagne et que eux-mêmes nous livreraient la plateforme. Et à partir de là, eh bien, la voiture serait assemblée à Dieppe dans l'usine d'Alpine. Et alors au niveau esthétique, au niveau stylistique, une fois qu'on a défini quel type de véhicule on voulait, quelles ont été les inspirations principales? Comment a germé l'idée de l'apparence finale de la voiture? Au sein du design Renault, nous avions une équipe de beaucoup de jeunes. Je ne voulais pas faire une Alpine qui ressemble à une Alpine d'origine. Elle devait être d'une très grande modernité, de la même façon que la berlinette d'origine était d'une très grande modernité. Et là, on voulait un véhicule qui reprenne les gènes des concept cars que nous avions développés dans le passé. Il y en a deux auxquels je pense. Il y a l'Argos, qui a été ce petit coupé présenté en 1994, dont beaucoup disent qu'il a largement influencé l'Audi TT. Et puis, il y avait l'influence à la fois, comment dirais-je, de la berline haut de gamme initiale, avec cet arrière très particulier, et aussi un petit peu d'esprit qui venait du coupé Velsatis. Donc en fait, il y en a trois, on peut dire, trois influences. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les designers qui ont été responsables de l'extérieur et de l'intérieur de ce concept Z11 ? D'abord, je commencerai par la personne responsable du design avancé, Michel Jardin, un garçon qui a énormément de sensibilité, qui a dessiné beaucoup de choses et qui dirigeait donc cette équipe de designers. Et donc deux noms, Nicolas Dortin-Deguet, et puis l'autre étant Pontus Fontavus. C'est un nom qui ressemble un petit peu à un empereur romain, je sais. Deux personnalités très différentes, avec des expériences différentes, tous les deux très jeunes. Nicolas, formé à Strat College en France, était un designer extérieur qui avait fait plusieurs choses et qui était arrivé dans l'entreprise, je ne sais quoi, peut-être un an plus tôt, et qui est en fait toujours chez Renault aujourd'hui. Le deuxième, c'est Pontus. Alors Pontus, de son côté, est un Suédois, un grand gaillard qui était très porté sur la mode. Et il avait une démarche assez radicale dans le domaine du design intérieur. Et nous savions déjà que autant le design extérieur allait être celui qui devait être définitif, puisqu'il devait inspirer la voiture de série, autant on a clairement pris un petit peu de latitude pour l'intérieur, et on a fait quelque chose d'assez, on va dire, assez tranchant. Oui, justement, vous parliez de design radical, et c'est vrai que c'est une époque où la gamme Renault, en termes de style, se renouvelait avec vraiment une marque de fabrique très originale, qui était cette partie arrière un petit peu surélevée en deux parties, et qu'on retrouve justement sur Z11, qui donne justement cet habitacle finalement assez spacieux en garde au toit, tout en étant assez ramassé à l'arrière. Absolument. Et c'est vraiment une identité propre.
identité qu'on a repris sur certains véhicules. Par exemple, cette ligne, on va la retrouver sur la deuxième génération Laguna, comme par exemple la deuxième génération Mégane. Donc on était vraiment à la recherche d'une empreinte autre. Et la plupart du temps, ça marchait. Parfois, ça n'a un petit peu moins bien marché, on va dire. Mais c'est vrai que cette voiture, elle avait son propre cachet, son propre identité. Une originalité, parmi d'autres, sur le concept car, qui n'a que 2 places, il y a des portes arrière. Alors des portes suicides, on était plusieurs années avant la Mazda RX-8, bien connue pour avoir utilisé ça en série. D'où est venue cette étrange idée pour une 2 places? Eh bien, tout simplement parce que l'accès au coffre était juste derrière les sièges, donc à l'intérieur de l'habitacle. Pour faciliter l'accès, on s'est dit, bon, pour le concept car, on peut se permettre de présenter ceci avec un avantage autre, qui est que quand on présente un véhicule à un salon, souvent l'intérieur n'est pas bien vu, de par le fait que si c'est une porte traditionnelle, eh bien, les gens, par exemple, qui prennent des photos ont beaucoup de difficultés. Donc ça a été un petit peu la petite folie que l'on s'est réservée sur ce véhicule, sachant que l'on a essayé de le garder un peu plus tard, mais la bataille n'a pas duré très longtemps et on était conscient que, à la fois en recherchant le prix, mais aussi la légèreté, que bon, c'était une bataille perdue. Alors, quelles ont été d'ailleurs les contraintes les plus importantes dans le développement et le design du véhicule entre cette première étude Z11 jusqu'à ce qui devait être le modèle de série? Les difficultés ne sont pas celles qu'on puisse imaginer, puisque en fait la transition entre un concept car et le véhicule de série allait nous mener vers un véhicule qui était quasiment à l'identique d'un point de vue style extérieur. Certes, nous avions des modifications sur l'intérieur qui étaient liées à s'assurer qu'il n'y ait pas de réflexion dans les vitres latérales, etc., ce genre de choses. Mais globalement, le véhicule était très très proche. La plus grande difficulté, ça a été sa gestion, de par le fait que nous avions un concept car en cours de développement qui se passait chez notre partenaire G-Studio, qui nous avait déjà réalisé de très beaux concept cars. Qui se trouve en Italie, voilà. À Turin. Et puis, à un certain moment, eh bien, les mêmes designers, Nicolas et Pontus, devaient aussi aller en Grande-Bretagne, ce qui faisait que, eh bien, ils avaient des agendas absolument fous. Et oui, ça met beaucoup de stress, beaucoup d'heures. Mais les gars, ils étaient tellement emballés par le projet, ils étaient motivés. Comme je dis, ils l'ont fait pendant de nombreux mois. Alors malgré toutes ces contraintes, entre 1999 et 2000, le projet avance bon train, la direction s'y montre favorable. Et pourtant, fin 2000, patatras, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, il y a eu l'idée que ce concept car devait être présenté à Paris, et la décision fut prise pour rapprocher la date de sortie du véhicule de série vis-à-vis du concept car. On s'était donné comme objectif qu'il ne fallait pas dépasser 2 ans. Donc il a été décidé de retarder le concept car pour le présenter à Genève en 2001, et en effet, patatras, en décembre 2000, j'apprends que le projet a été annulé, à savoir le concept car était prêt à être présenté. Il n'allait pas être présenté au salon de Genève, et puis aussi bien les travaux avec Lotus allaient aussi se prendre fin. Comment a réagi l'équipe qui s'était donné tant de mal, qui avait tant voyagé, qui avait travaillé aussi vite pour aboutir à ce concept car quand il a été annulé? Ça a été un traumatisme, et ce qui est tout à fait compréhensible. Ils avaient tellement investi. Oui, alors dans les années qui ont suivi, il y a eu effectivement un énorme remue-ménage chez Renault avec le changement de la direction, Louis Schweitzer qui est parti, Carlos Ghosn qui est arrivé, les imbrications de l'Alliance. Pourtant, peu de temps après, en 2005, il y a un nouveau projet de renaissance d'Alpine qui arrive. Cette fois-ci, il est codé W19, mais il n'a pas tenu très longtemps non plus. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'était? Oui, tout à fait. C'est un projet qui était plutôt bienvenu d'un point de vue investissement, qui était l'idée de partager la plateforme Nissan
de la 350Z, c'est ça, deuxième génération. 370Z alors? Oui, voilà. Et cette voiture, donc, l'idée était de partager la plateforme avec ce qui pourrait être une Alpine. Quand nous avons commencé ce projet, qui a été réalisé sous la direction de Thierry Métros, qui aujourd'hui est le directeur de DS, mais aussi avec comme designer Axel Breuin, dont le nom apparaît chaque fois qu'il y a un projet lié au sport et puis à la performance, on va dire. On était un petit peu désespérés avec ce projet parce que on se disait que faire une Alpine avec un moteur avant, on se sentait pas trop bien. C'est-à-dire, on se disait, par rapport aux aficionados, c'est un peu une tricherie. Et c'est là où est venue l'idée de faire évoluer notre regard sur le design automobile et de faire un véhicule qui s'inspire esthétiquement parlant de la berlinette d'origine. Alors, je dois vous dire que moi, c'est pas mon truc, hein, je suis pas du tout orienté vers le rétro design, mais je dois dire que c'était probablement la seule façon pour arriver à faire le lien avec la marque Alpine. Et déjà, on voyait l'expression d'une berlinette revisitée. Le résultat était loin d'être totalement satisfaisant, c'est tout à fait normal, hein, elle n'avait pas été peaufinée. Et je suis certain que ce projet aurait continué et aurait vraisemblablement vu le jour si ce n'avait été la crise de 2008. Crise 2008 qui a mené en fait à l'arrêt de ce genre de projet pour se concentrer sur l'essentiel. Alors effectivement, il a fallu attendre encore un peu plus longtemps jusqu'en 2011 pour le projet AS1, pour Alpine Step One, qui, après tout de même 6 ans, a pu arriver à terme et donner naissance à l'A110 moderne avec son moteur central et son poids contenu que l'on connaît aujourd'hui. Cette nouvelle A110 a vu le jour en 2017, c'est donc plus de 20 ans après que l'A610 ait quitté le marché. Qu'est-ce qui a fait que le retour d'Alpine a pris autant de temps selon vous? Alors c'est presque inexplicable, en dehors de l'essentiel qui est les priorités. Ce n'était pas dans les priorités, il y avait à chaque fois quelque chose de plus important. La situation économique de l'ensemble de l'industrie automobile n'était pas en train de s'améliorer et à chaque fois on trouvait une bonne excuse pour ne pas aller de l'avant. Moi, je dois dire, pour moi, c'était une genre de tragédie personnelle, parce que quand je suis arrivé chez Renault, il y avait une chose que je souhaitais arriver à faire, c'est faire revivre la marque Alpine. Et voilà, donc tous ces projets, eh bien, ils ont été annulés pour la plupart du temps de très bonnes raisons. Mais néanmoins, j'étais vraiment très heureux de voir que enfin Alpine allait renaître avec cette voiture lancée en 2017. Alors qu'est-ce que vous en pensez justement de cette A110, j'allais dire actuelle, moderne, mais qui arrive déjà en fin de carrière maintenant? Je ne suis pas un fan de rétro-design, c'est clair. Néanmoins, la voiture est superbement bien proportionnée. Le développement de son style extérieur, intérieur, pour moi c'est un sans faute. Okay, donc chapeau bas par rapport au professionnalisme de tous ceux qui ont été impliqués. J'aurais aimé, bien sûr, plutôt une voiture qui nous fasse ouvrir une nouvelle page vers l'avenir que de regarder dans le rétroviseur, mais néanmoins un superbe projet. Alors des Alpines qui ouvrent vers l'avenir, il y en a toute une gamme qui arrive, électrique, avec des nouvelles silhouettes, crossover, SUV, bon, les gens du marketing vont appeler ça de la manière qu'ils le veulent. Il y a aussi des sportives électriques, une berlinette électrique qui arrive. Comment vous voyez ce développement d'Alpine? Est-ce que vous pensez qu'ils vont dans la bonne direction? Ils ont aussi des nouvelles ambitions internationales au niveau commercial. Comment vous percevez, vous, ce développement d'Alpine? En fait, moi, je suis plutôt heureux qu'il y ait ce genre de plan, puisque ça contribue à soutenir la pérennité de la marque. On se retrouve dans le phénomène aussi de Porsche à une certaine époque, hein, avec leur 911, et puis la sortie de la fameuse Cayenne, hein, qui en plus de ça était partagée avec Volkswagen. Donc pour moi,
la stratégie, si je peux m'exprimer ainsi, et vu de la longue distance qui est la mienne par rapport à ce qui se passe en ce moment chez Renault, je suis heureux d'apprendre qu'ils sont en train de regarder différentes façons de pérenniser la marque. Et au-delà d'Alpine, ou chez Alpine, qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer dans le design automobile, notamment avec toutes les nouvelles technologies, l'électrification peut-être? Vous avez vraiment le temps? Essayez toujours. Écoutez, d'abord, le passage au véhicule électrique est une déception dans le sens que j'avais espéré que ceci se traduirait par des architectures nouvelles. Or, qu'est-ce que l'on a pu voir, par exemple avec la marque Tesla? Ce sont des voitures qui, je me rappelle avoir vu la première, j'étais dans un jury en Allemagne pour une voiture de l'année. Quand j'ai vu la voiture, et elle était en compétition avec une Maserati 4 portes, je me suis dit, on est vraiment dans le même genre de registre. C'est-à-dire qu'il y avait une voiture qui techniquement était très intéressante, qui remettait en cause la façon dont l'automobile est conçue, mais on avait une voiture conforme à l'automobile classique. Pendant un bon moment, on a vu les voitures électriques afficher des calandres comme s'ils avaient encore besoin de respirer. Et puis, par la suite, à un moment, ils sont tous passés avec des avants de véhicules qui ressemblent à des Renault Caravelle et qui en fait se ressemblent toutes. Et en plus de ça, ils reprennent la même chose sur l'arrière, c'est-à-dire il y a un style qui s'est imposé. Alors ça vient de beaucoup de constructeurs, alors certes les Chinois entre autres, mais il y a une uniformité dans le design automobile, à la fois dans l'architecture, mais aussi dans l'exploitation du style, de l'expression, de la sensualité. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai difficulté à identifier une marque. La plupart du temps, ce n'était jamais le cas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Pour moi, c'est une frustration et je suis très content aujourd'hui de dessiner des yachts. Donc, ce qu'on peut espérer, ce que vous pouvez espérer voir arriver, pour revenir à ma question d'origine, ce serait justement une exploitation peut-être plus approfondie de l'électrification pour avoir des silhouettes inédites. En fait, ce serait ça. Absolument, oui. Absolument, car cette architecture est très prometteuse. Mais j'attends cette nouveauté avec impatience. Bon, eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, si ça se concrétise ou pas, peut-être des projets secrets. Merci Patrick Lequément. On peut vous lire sur le blog en anglais qui s'appelle Driven to Write. Donc, bonne lecture à nos chers internautes et à bientôt sur l'Argus.fr.